qui était le docteur Joubert? Il a des origines bourgeoises, famille catholique très pratiquante. Camille Joubert a fait des études secondaires chez les maristes, à Courpierre. Et il a fait ses études de médecine, brillamment, est devenu médecin très jeune, il a ouvert un cabinet, et il travaillait déjà beaucoup, et il y a eu le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et Camille Joubert a été mobilisé, et lui, il a été immédiatement dans les premières lignes, aux tranchées, à la sortie des tranchées. Et très vite, il n'a plus fait de fonction de médecin, mais il a fait des fonctions de chirurgien. Car vous le savez bien, l'horreur de cette première guerre, ça a été les blessures considérables, une boucherie terrible. Or, il a resté, lui, jusqu'en 1918, toujours en première ligne. Il a changé beaucoup. Il était contre cette boucherie qu'il ne pouvait plus accepter. Et il ne vivait qu'en tablier, non pas blanc, mais comme il disait, en tablier de boucher. Parce qu'il était maculé de sang enfin bref. Le docteur Joubert, donc, avait son poste sur le champ de bataille, et il avait bien sûr des aides, notamment des infirmières. Et il a reçu une jeune femme, Lydia, qui donc est restée avec le docteur jusqu'au 11 novembre. Et donc, à l'armistice, tout le monde rentre chez soi. Elle à Paris, et le docteur à Thiers. Le docteur arrive en haut du rempart, la porte du couloir était ouverte, il rentre chez lui, complètement vide, il n'y avait plus personne, pas de femme, la plupart des meubles étaient enlevés, il n'y avait rien. Plus personne n'avait de nouvelles. 1919, voilà que le docteur tombe malade, grièvement malade. Et il a pensé à écrire à cette infirmière pour lui demander si elle voulait bien venir le soigner. Et elle est venue. Et elle n'est pas repartie. Et finalement, ils ont fait un couple assez exceptionnel. Après avoir eu le choix intense, réel, qui n'était pas, comme on dit aujourd'hui, c'était pas du cinéma, c'était pas par mode, c'est par croyance. Il est devenu, après la guerre, un véritable athée, matérialiste, pacifiste obligatoire, pacifiste jusqu'au bout, et donc avec des valeurs qui étaient encore plus éloignées des valeurs qu'il avait connues dans sa famille. Tout d'abord, il a adhéré à la loge maçonnique au Grand Orient de France en 1923. Puis il a adhéré à la SFIO, c'est-à-dire la Société française internationale ouvrière. Il a continué à travailler, il était toujours dans des associations à caractère laïque. Sa fille Nicole allait à l'école laïque, et ça a été à la Grande Dépression de 1930, le début des dangers fascistes, et donc le rapprochement des gens qui ne voulaient pas le fascisme. On peut dire qu'à Thiers, le docteur Joubert a été un peu au centre de cette espèce de mouvement populaire. Certes, il y avait les partis, communistes, socialistes, etc. Mais ce sentiment qui a réuni beaucoup de gens éloignés quelquefois. Bien sûr, la SFIO aurait bien aimé voir le docteur Joubert au premier rang de la bataille, et notamment dans des élections. Mais alors, en 1935, il y a eu les élections municipales, et donc il a été pressenti pour être tête de liste. Il n'a jamais voulu. Il ne voulait pas être maire. Finalement, il a quand même accepté d'être sur la liste. Et il a été parmi ceux qui ont le plus de voix, naturellement. Et il a accepté finalement d'être le premier adjoint du maire qui a été élu, qui était Antonin Chastel. Il a tenu son mandat jusqu'à 1940, lorsque Pétain a simplement viré le conseil municipal et son maire, est remplacé par une délégation spéciale qui était à l'époque le colonel Brasset. Bon. Et se réunissaient chez le docteur Joubert aussi bien des militants communistes que des militants socialistes, que des députés, des journalistes. Monsieur Varenne, qui était le créateur de La Montagne à l'époque, qui était un journal d'idées gauche,
La famille n'a pas réagi obligatoirement comme le docteur Joubert. D'abord, Lydia Joubert a été beaucoup plus proche des idées du Parti communiste. Et on peut dire qu'Alain et Nicole encore plus, parce qu'eux, ils ont adhéré au Parti communiste. Ce que Mme Joubert n'a jamais fait. Et la grande chose, c'est le voyage en Union soviétique de Camille et Lydia Joubert. Et ils ont vu pas mal de choses. Et le retour a été tout à fait exceptionnel. Là encore, le docteur a franchi un pas. Et comme ça, il est devenu le premier président des Amis de l'Union soviétique du Puy-de-Dôme. Et bien sûr, les choses se sont précipitées parce que, à leur retour, très rapidement, les événements en Allemagne en 1933, donc Hitler avait pris le pouvoir. Après, il y a eu la révolution qui s'est faite par la guerre civile en Espagne. C'est pour cela d'ailleurs que chez le docteur Joubert ont défilé beaucoup de monde. Non seulement les gens dont je parlais tout à l'heure, qui étaient des acteurs du pays, mais beaucoup d'Allemands, d'Autrichiens qui avaient été persécutés ou qui n'acceptaient pas le régime hitlérien, beaucoup passaient par tiers. Il y a eu quand même en 1939 un événement important qui les a interpellés beaucoup et qui a été l'objet de nombreuses discussions. C'est le pacte de non-agression germano-soviétique qui a induit en France l'interdiction du Parti communiste, l'interdiction de l'humanité, l'interdiction de tous journaux périphériques, l'interdiction de toutes les associations plutôt favorables à l'Union soviétique, ce qui faisait beaucoup de monde. On a eu des arrestations nombreuses de jeunes communistes. Certains ont été relâchés, d'autres pas du tout. Pétain en a rajouté. Et on mettait à l'abri les gens qui étaient soupçonnés d'être un peu pro-russes. Et c'est la raison pour laquelle, en 1940, au mois d'octobre, plusieurs personnes à tiers ont été à nouveau arrêtées, dont 2 femmes. Madame Joubert et une jeune femme qui s'appelait Antonine Planche, sous prétexte qu'elles étaient dangereuses pour l'État. Un mois après, Nicole Joubert, elle était un week-end chez elle à Thiers, le commissaire de Thiers a déboulé chez eux, elle a mis en état d'arrestation. Ils l'ont accusée de travail pro-russe, pro-communiste. En 1942, Nicole a fini sa peine. Madame Joubert est remise en liberté et le docteur Joubert est assigné à résidence à Jose. Ils ont été avertis, à un moment donné, qu'ils allaient être arrêtés eux-mêmes. Ils sont partis et les Joubert ont changé de nom. Et ils étaient de braves retraités, monsieur et madame Juge. Lui, c'était Claude Juge, et l'autre, madame Joubert, était Louise Juge. Et ils se sont installés comme des paisibles retraités à Châteauneuf. Ils ont vécu là. Nicole n'est pas rentré à Jose. Et Alain, entre-temps, a délaissé le collège et est parti lui-même dans une section de FTP pour faire de la lutte armée une chose plus importante qu'elle ne l'était jusqu'à ce moment. Et on peut dire qu'il a été, Alain, un des premiers qui a constitué un maquis à Haute-Loire, le fameux le camp Vaudely, qui est extrêmement connu par ses actions, ses activités nombreuses. Et voilà. Alain a été pris par la suite. Il a été arrêté là derrière, dans la rue qui est derrière. On appelait ça l'arrêt des autobus. Nicole s'est fait ramasser à Saint-Étienne par la suite, puis ensuite a été déporté. Le docteur Joubert, lui, était malade. Il est mort en avril 1944, donc au mois de mai 1944. J'étais moi-même clandestin à Montluçon. J'étais le responsable de la jeunesse patriotique et combattant de l'Allier. Un des responsables m'a dit, il faut que tu reçoives tel jour à tel endroit une dame qui s'appelle Louise. Tu l'appelleras Madame Louise. Louise, en question, c'était Madame Joubert. Madame Joubert a fait un travail énorme avec l'FTP de l'Allier. Elle a constitué le service de santé. Et d'ailleurs, à la Libération, elle avait organisé un petit hôpital d'urgence qui a bien servi à beaucoup de nos copains qui ont été blessés. Car, bien sûr, elle a refait son métier d'infirmière. En tous les cas, elle organisait.
À la Libération, finie, Mme Joubert n'a pas voulu partir. Elle est restée à Montluçon et elle a travaillé avec un des médecins qui avait été avec elle dans la Résistance, et ils ont fait admettre par la municipalité de l'époque de transformer un château en une sorte de maison de repos, parce qu'elle pensait à ses enfants quand ils allaient venir, s'ils revenaient. Et les 2 enfants sont venus là. Et donc, elle a beaucoup aidé les déportés, les anciens prisonniers qui étaient venus, quelques résistants aussi, se refaire une santé, parce qu'il fallait faire des diagnostics, c'était très long. Et surtout, le dépérissement de ces gens qui n'avaient plus rien de vivant dans eux. Et Alain encore plus, qui était malade. Parce qu'Alain avait été pris pour faire des expériences chimiques. Donc, il arrivait, il était jaune, canari, enfin bref. Enfin, je dis cela parce que le docteur Joubert, dans tout cela, avait reçu de toute la population, non seulement thiernoise, mais de la région, je dirais presque auvergnate, une considération au-dessus de la moyenne. Ça s'est terminé par, en 1946, des obsèques solennelles à Thiers. Et il a fallu bien sûr qu'il y ait un jugement, parce qu'ils ont enlevé le corps de Chadeloff, c'est le corps de Claude Juge, et ils allaient enterrer à Jose le corps de Camille Joubert. Et entre-temps, ils sont arrivés à Thiers, où il y a eu une manifestation, toute la ville de Thiers. C'est non seulement poignant, mais c'est quelque chose qui va au-dessus du sentiment. C'est noble, c'est quelque chose de grand. Voilà. Alors, je fais un dossier aussi explicite que possible, mais avec des documents que je produis, pour comprendre l'état d'esprit, pour arriver à ce degré, je pense, de conviction et d'engagement. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce dossier « L'engagement ».